Donc aujourd'hui, un sujet toujours un petit peu brûlant, c'est sur l'histoire de l'Algérie. Alors entendons-nous bien, hein, j'ai pas la prétention de donner un cours exhaustif, hein. Le public, ce sont les gens qui ne connaissent pas. Bon, moi essentiellement, je m'adresse à un public français, je pense surtout nationaliste. Euh, je pense que si certains Algériens, je suis pas sûr que tous les Algériens aient non plus un niveau de connaissance de l'histoire de leur pays tout à fait satisfaisant. Et je dirais même quand on ajoute le contexte de la propagande FLN. Alors, c'est pas un cours universitaire, hein, c'est vraiment l'objectif, c'est de donner quelques repères et de mettre en avant quelques événements pour comprendre. Alors, moi, je crois que cette vidéo est indispensable parce que dans les milieux, notamment dans les milieux qu'on va dire dissidents, etc., je suis frappé par l'ignorance des gens qui ne parlent que d'Algérie sans arrêt, qui fustigent les Algériens. Euh, mais je pense qu'à partir du moment où on est à ce niveau d'animosité, on ne peut pas méconnaître totalement, aussi complètement un pays. Donc je pense que je vais donner des éléments dont j'estime indispensables pour tout citoyen français. Je pense qu'aucun citoyen français tout citoyen français devrait avoir devrait connaître les éléments que je suis en train de vous donner. Et je rajouterais tout Algérien et notamment ceux vivant en France. Et je suis convaincu qu'au niveau des racailles, notamment, je suis pas sûr que tout ça ils le sachent. Je suis même convaincu du contraire. Alors, de grâce, hein, les, les spectateurs algériens, ne venez pas m'agresser. Je n'ai pas de prétention extraordinaire. Je donne quelques éléments. Bien entendu, si vous voulez débattre, échanger sur ce sujet, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Comme toujours. Maintenant, voilà, les insultes et compagnie, vous pouvez vous les garder parce que ça, je les admets pas. Alors, voilà, moi, j'ai des repères qui me paraissent indispensables. Alors, d'abord, rappelons que l'Algérie, c'est une création française. Alors, quand on dit ça, il y a tout de suite une interprétation politique. C'est-à-dire qu'aussitôt, interprétation politique tant de la part des Français que des Algériens. Alors, quand je vous dis ça, il faut y voir aucune connotation, aucune interprétation. C'est un pays qui a été créé de A à Z, mais j'aurais tendance à dire comme beaucoup de pays. Donc ça, il faut aussi le mettre en perspective. Alors, il y a des dingos, les plus dingos des chauvins algériens, souvent incultes, vont dire bah non, ceci, cela, vont essayer de trouver des arguments qui ne tiennent pas la route. Donc là, je vous ai mis une petite carte qui vous donne un petit peu une idée de ce qu'étaient les régions les plus organisées de l'Algérie. Hein. Donc c'était essentiellement des tribus et des villes-États. Donc il vous montre que c'était un pays, c'était essentiellement des régions côtières, ce qui est logique. On rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de pétrole. C'est quand même la moindre des choses. Donc, quand je vous dis que la France a créé l'Algérie, c'est une réalité. Et je n'y vois, je dis ça d'un ton neutre. On peut en tirer des éléments positifs comme négatifs. On y reviendra dans notre débat, c'est pas le sujet du jour. Voilà, mais créer, quel pays n'a pas été créé un petit peu de A à Z? Quelle est la pertinence de l'ensemble des frontières, de l'ensemble des PA, des États? Il y a bien entendu beaucoup à dire, et pas plus sur l'Algérie que sur les autres. Voilà ce qu'il faut dire. Donc la base du peuple algérien sont des berbères. Des berbères. Et ça m'énerve quand j'entends parler d'arabes. C'est complètement débile, quoi. C'est comme si on disait
Les Français sont des Vikings, quoi. Je veux dire, c'est complètement stupide. Les Algériens, dans l'essentiel, ou la quasi-totalité des gènes, ou l'immense majorité des gènes, sont des Berbères. Alors, l'histoire vous montrera bien qu'il y a eu quand même certainement beaucoup de métissage, mais l'essentiel au niveau ethnique, ethnico-culturel, c'est berbère. On reviendra sur le débat berbère-arabe, mais enfin, il y a un moment, soyons sérieux. Ça, c'est toute l'Afrique du Nord. Alors, je ne vais pas revenir à la préhistoire, etc. Moi, je ne connais pas non plus. Je suis pas un doctorat en histoire de l'Algérie. Hein, j'ai quelques connaissances sans plus. Donc, l'histoire de l'Algérie, ce qu'on appelle l'histoire, à partir du moment où on a des documents historiques et des faits avérés, commence avec les Phéniciens. Hein, donc la presse qui donnera, on entendra beaucoup parler avec les guerres puniques, hein, les guerres entre les Phéniciens et Rome. Donc à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est l'installation de comptoirs phéniciens et donc une cohabitation entre une certaine élite économique et commerciale phénicienne et les populations berbères, qui je pense devaient y trouver aussi leur compte, hein, parce que c'est des débouchés commerciaux importants. Et puis même en termes de puissance militaire, hein, puisque effectivement ils ont tenu tête aux Romains, et le gros des troupes, c'était des Berbères, hein, c'était pas les Phéniciens. Il faut quand même le dire. Peut-être qu'on y reviendra avec toute l'histoire de Murta, etc. Alors les religions, c'est effectivement du paganisme. Hein, l'événement, donc c'est les guerres puniques. Plusieurs guerres entre les Phéniciens et les Romains, avec quelques victoires des Phéniciens, mais petit à petit, ils vont céder. Et c'est la conquête romaine et la soumission. Donc conquête romaine à partir de moins 146. Alors, donc la religion, au niveau de la religion, c'est le paganisme, comme toujours. Et puis à partir du moment où l'Empire romain se convertit au catholicisme, ce sera le catholicisme. Donc effectivement, dans le Maghreb, il y a eu d'importantes conversions au catholicisme à partir notamment du IVe siècle. Alors, il y a eu un courant un peu entre guillemets hérétique, hein, ce courant millénariste, qui s'appelle le donatisme, et avec des conflits et des persécutions de la part des catholiques. Bon, ça, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est pas forcément le cœur du sujet. À partir de 429 après Jésus-Christ, c'est les invasions vandales. Mais là encore, qui était une petite minorité, hein. Donc une minorité qui devait composer avec la population qui restait essentiellement berbère. Alors ça a été marqué par quoi ? Il y a eu des persécutions religieuses. Donc les Vandales avaient un pouvoir limité, ils touchaient leurs tribus, mais voilà. Donc des persécutions religieuses, les catholiques étant persécutés par les Vandales, qui étaient une branche hérétique du christianisme, qui s'appelait l'arianisme. Voilà. Ensuite, donc, l'arrivée avec l'effondrement de l'Empire romain, c'est une certaine expansion byzantine, et donc prise de pouvoir par les Byzantins à partir de 533, donc début de la conquête byzantine. Donc là encore, pas de gros changements, j'y reviendrai. Je reviendrai sur ce que fait le fil rouge dans l'histoire. À partir de 641, c'est l'invasion arabe. Alors, l'invasion arabe a été très lente et très très difficile. Vraiment, se sont opposés à une très très forte résistance des tribus berbères, avec quelques personnages assez fascinants, hein.
Certains rois s'est héroïcisé. Il y avait même une reine, je crois, je ne sais plus quel est son nom, mais il y a une reine très célèbre, berbère, qui a vaillamment tenu tête aux Arabes. Donc vraiment une conquête très très difficile, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Grosse résistance très pugnace. Petite parenthèse, les Espagnols qui donc étaient en Reconquista, à partir du moment où ils ont assumé la Reconquista, ils ont débordé et ils ont conquis quelques territoires dans le Maghreb. Donc il y avait des territoires sous la domination espagnole à partir de 1505. Euh, bon, la religion, bien entendu, ça deviendra l'islam. Et ce qui a vraiment fait pencher, qui a donné un gros coup a vraiment boosté la conquête arabe et l'islamisation, c'est l'arrivée des Andalous. C'est-à-dire qu'avec la Reconquista, d'importantes populations musulmanes, mais aussi des juifs, sont arrivés au Maghreb. Alors ils ont importé en partie la culture andalouse, mais là ils ont complètement fait basculer le rapport de force en faveur, en faveur des Arabes et de l'islam. Donc ça a été le grand événement. À partir de 1520, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le règne la prise de pouvoir des Ottomans. La prise de pouvoir des Ottomans a été facilitée par des guerriers, notamment les célèbres frères Barberousse, hein, qui travaillaient pour les Ottomans. Donc les Berbères ont demandé de l'aide, hein, pour lutter notamment contre les Espagnols. Et donc ça a été un petit peu le cheval de Troie qui a fait entrer l'Empire ottoman. Donc prise de pouvoir par les Ottomans. Alors à partir du moment, c'était un peu avant aussi, ce qui s'est passé, donc le grand événement qui jouera sur l'histoire et dont personne ne parle, c'est le phénomène des barbaresques, qui a débuté, on estime, vraiment les tout premiers balbutiements, c'est 1495. Mais ça atteindra vraiment l'échelle industrielle à l'époque des Ottomans, et notamment sur Alger, qui était une cité-État, hein, et bien entendu qui a trouvé dans la piraterie, dans le fait de faire payer des tributs de passage dans la Méditerranée, dans l'esclavage, hein. Donc je vous renvoie à des vidéos ou des choses comme ça sur les barbaresques, c'est très très intéressant. Donc là on peut dire que les Maghrébins ont été les rois des mers à ce moment-là, personne n'en parle non plus. Ils ont régné sur les mers à tel point qu'ils ont mené des raids jusqu'en Islande, en Irlande, en Islande. Donc ils menaient des attaques sur des petites villes ou des villages, et ils capturaient essentiellement les femmes et les enfants pour les ramener en esclavage. La cité-État d'Alger a prospéré sur ce commerce facile. Alors là encore, ne venez pas m'emmerder avec des considérations morales. C'est le même phénomène que la délinquance, la vente de drogue, etc. Si vous n'avez pas de valeur morale particulière et qu'on un jeune qui n'a pas de morale, pas de repère, etc., si on lui dit tu vas bosser à l'usine pour 1200 euros ou pour le même prix tu vas faire le guetteur 3 heures par jour, tu vas faire le chouf, voilà ce qui va se passer. Donc l'État d'Alger, il a vu là une manne extrêmement importante et relativement facile, il l'a exploité. Donc au détriment quelque part aussi d'une économie autre. Mais enfin voilà, il n'y a pas de considération morale dans ce que je suis en train de vous raconter. C'est comme l'Afghanistan où c'est la culture de l'opium, personne n'en parle. Les Afghans vivent de la culture de l'opium. Ça rapporte plus que de cultiver du blé. Donc l'État d'Alger a vécu de la période ottomane jusqu'à l'intervention française, a vécu de piraterie, du rançonnage et de l'esclavage. Alors je rappelle ce que je disais dans une de mes vidéos, ils avaient une telle maîtrise des mers qu'ils ont même imposé un tribut à l'État américain. 10% du budget fédéral, hein, au début des années 1800. C'était quelque chose de considérable. Et
Donc à tel point qu'en fait, pendant tous ces siècles, il y avait sans cesse des guerres avec les puissances occidentales qui menaient des raids, qui menaient des contre-attaques, hein, qui montaient des expéditions, qui la plupart du temps remportaient du succès, qui calmaient les choses pendant quelques mois, puis ça recommençait. Et c'était comme ça, c'est-à-dire piraterie, domination des mers par les cités-États du Maghreb. Il n'y a pas que l'Algérie, hein, d'ailleurs, il y avait Tripoli aussi, qui était un des principaux cités-États, puis il y avait aussi le Maroc, enfin il y avait plusieurs cités-États du Maghreb, c'est pas spécifique à l'Algérie. Donc ça n'a été que ça, sans arrêt. Alors c'était quand même très important, parce qu'au total, on estime qu'il y a 1 million d'Occidentaux qui ont été, pendant tous ces siècles, emmenés en esclavage. Alors les femmes les plus belles, enfin souvent elles étaient déjà triées, hein, quand celles qu'on emmenait, hein, donc harem, objets sexuels, et souvent les enfants étaient convertis en brigadés et devenaient soldats. Voilà. D'ailleurs, dans les pirates, il n'y avait pas que des Algériens ou des Maghrébins, hein, il y avait des Occidentaux, des pirates occidentaux achetés simplement, hein, dont on louait les services. Voilà. Donc, ça prenait il y a eu de telles conséquences sur le bassin méditerranéen. On rappelle que, par exemple, la côte sud de la France ou d'Italie, il y avait plus de villes sur les côtes, il n'y avait plus que des grosses villes capables de se défendre, mais il n'y avait plus de villages, il ne pouvait plus y avoir de villages côtiers, plus rien. Donc ça a quand même pesé très très lourd. Ça atteignait lourdement l'économie occidentale et autres. Donc c'est ce qui a amené l'intervention française en 1830. Alors là encore, calmez-vous, venez pas m'emmerder avec des éructations et ceci et cela. Donc l'intervention française a mis fin définitivement à la piraterie. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français sont restés. Alors, j'ai pas le temps de vous faire la liste des expéditions occidentales qu'il y a eu. Il y a eu des dizaines d'expéditions pour mettre fin à la piraterie, et elles n'ont fait que calmer les choses quelques mois. Donc, il y a un moment, les Français se sont dit, on reste là pour contrôler la situation. Alors après, il s'est passé ce qui s'est passé, hein, bien entendu, la colonisation. Ça a permis aux Français effectivement d'évacuer certains trop-pleins de population, dont les pauvres. Hein. Donc, on se débarrassait des pauvres. Les Anglais ont fait la même chose, hein, dans leur colonisation en Australie, en Nouvelle-Zélande. Les pauvres, les prisonniers, les prostituées, etc. On évacuait tout ce monde-là. Donc ça permettait un coup double, hein, de coloniser un pays en se débarrassant d'une population qui gênait. Voilà. Donc ensuite, je vais aller vite, hein, donc des révoltes pro-indépendantistes, il y en a eu dès 1945, qui ont été sévèrement réprimées, et puis ça n'a fait que croître et embellir, jusqu'à l'indépendance en 1962, avec la prise de pouvoir du FLN. Alors, une chose sur laquelle je voudrais insister, qui est un petit peu le fil rouge, hein, de toute cette histoire, c'est la notion quand même de tribu berbère. Donc c'est quelque chose qui a été extrêmement important jusqu'à la colonisation française. C'est-à-dire que, les tribus berbères ont quand même si elles étaient vassalisées, ont quand même joué un rôle très important dans les équilibres politiques. Donc il est toujours plus ou moins resté une sorte de structure tribale, avec des éléments parfois contradictoires. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Certaines tribus, bien entendu, se sont mis du côté de l'envahisseur. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi, quand j'entends parler de Harki, ça c'est un peu usant, quoi. Oui, il y a des Algériens qui ont été dans l'armée française, et d'ailleurs, posez-vous plutôt la question pourquoi il y en a eu autant, plutôt que de raconter n'importe quoi, hein, ceux qui maudissent les harkis. Moi, je suis pas là pour... je vous répète, je suis anticolonialiste. Bon, donc voilà.
Mais posez-vous la question pourquoi il y en a eu autant. Et puis, bah, dans les tribus, aucune invasion n'aurait été possible si certaines tribus ne s'étaient pas mises du côté de l'envahisseur. Et nous, on a connu la même chose, hein, avec la conquête de la Gaule par Jules César. Jules César n'aurait jamais conquis la Gaule si certaines tribus gauloises ne s'étaient pas mises de son côté. Donc ça, c'est un phénomène, c'est comme ça, c'est toujours, hein, les envahisseurs utilisent toujours le divisé pour mieux régner. Donc le filigrane, c'est ça, c'est quand même l'importance sur ce fond ethnologique de tribus berbères, qui ont permis d'une part de maintenir une certaine culture, de maintenir un certain degré, toujours un certain degré d'indépendance, parce que quand je vous mets les dominants, bah oui, certains de ces dominants, leur domination, elle sortait guère du palais, hein. Ils étaient tellement peu nombreux que, en fin de compte, je vais dire, les tribus berbères vivaient leur vie, hein. Donc elles payaient plus ou moins des impôts, elles fournissaient des soldats, mais en fin de compte, je veux dire, le poids des Vandales n'était pas très important, le poids des Byzantins était quasiment négligeable. Donc il y avait des envahisseurs qui étaient vraiment là un petit peu pour, hein, si on veut, quoi. Voilà. Donc le poids de la structure tribale, donc qui a disparu peu à peu quand même malgré tout, hein, et puis alors qui a définitivement disparu avec le pouvoir FLN qui a complètement détruit tout ça avec la mise en place d'un certain nombre de mythes, hein. Bon, la colonisation a utilisé des mythes aussi, hein, des mythes d'assimilation. Et le FLN a utilisé aussi des mythes, hein, le mythe arabe, qui avait aucun sens, mais vous voyez comme quoi les mythes, on arrive et qui a fini par détruire le fond socioculturel et ethnique les fonds socioculturels et ethniques de l'Algérie, et aussi réduire sa culture à néant, hein. Donc enfin moi personnellement, hein, je vois les choses, c'est mon point de vue, hein. Vous en faites ce que vous voulez, hein, de mon point de vue. Mais moi, mon impression, c'est quand même que, bien entendu, la France, elle a joué son rôle aussi d'effacement avec ce côté centralisateur et administratif. Mais ça a été parachevé par le FLN, hein, donc qui est bien rentré dans les chaussons de la France. Moi, mon impression, c'est quand même un énorme désastre culturel, surtout. Je veux dire, l'Algérie FLN, c'est un appauvrissement intellectuel et culturel, mais sans nom. Moi, c'est ce qui me, vous voyez, c'est ce que je retiens, c'est l'impression que j'ai. Alors, c'est sûr que pour soumettre un peuple, bah, il faut le rendre idiot, il faut rabaisser les choses. Donc, le mythe de l'arabisation, qui est un mythe total, quoi. Je veux dire, c'est un mythe absolument total. Je suis certain que, je vais vous dire, je suis certain qu'il y a moins de gènes arabes dans la population algérienne que de gènes même français ou espagnols. Ça, j'en suis absolument convaincu, hein. Il n'y a pas eu d'études notamment, mais il y a une étude faite en Tunisie. Et en Tunisie, seuls 10% des Tunisiens ont au moins un ancêtre arabe. Je dis un ancêtre, hein, je ne veux pas dire que c'est des Arabes pure souche, etc. Donc, c'est pour vous dire que ce mythe de l'arabisation, ça c'est un mythe, hein. Et il y a des débats actuellement sur la langue, est-ce qu'il faut que ça soit l'arabe, le français, le truc et machin. Ben, moi, enfin, mon opinion, c'est que normalement, la langue nationale de l'Algérie, excusez-moi, mais ça pourrait être une langue ou des langues berbères, ça pourrait, hein. Je veux dire, il y a pas plus de légitimité. Alors après que pour des raisons ceci, cela, l'arabe soit choisi, ou enfin peu importe quoi, mais je pense que l'arabe n'a pas plus de légitimité que certaines autres. Voilà, ça c'est un peu mon point de vue. Voilà, donc voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Alors c'est largement ouvert au débat, dans l'intelligence et dans le respect si possible. Mais voilà, je pense que ça c'est la moindre des choses. Alors c'est modeste, hein, je n'ai pas de prétention, mais je pense que si
si les Français avaient déjà en tête ces quelques repères, déjà le débat pourrait être un petit peu plus intelligent.